Bonjour, bienvenue à PSF 211, méthode de recherche en psychologie avec mon papa Mathieu Gagnon. Bonne écoute! Alors, dans le cadre de cette présentation, on va parler des échelles de mesure. Donc, on a déjà mentionné le fait que pour qu'une variable soit une variable, il faut qu'elle ait un minimum de 2 niveaux. Right? S'il y a quelque chose qui ne varie pas, c'est pas une variable. Pour que ça soit une variable, il faut que ça puisse prendre au moins 2 valeurs ou 2 niveaux différents. Okay? Mais lorsque ces variables-là sont opérationnalisées, les niveaux peuvent être codés en utilisant différentes échelles de mesure. Okay? Je vais vous donner un exemple très simple. Prenons quelque chose comme la grandeur. Okay? D'un côté, on pourrait... comment est-ce qu'on pourrait mesurer la grandeur? Probablement la meilleure façon de la mesurer, ça serait en prenant, je ne sais pas, pas une règle, mais disons un genre de... un ruban à mesurer, par exemple. Puis on mesurerait votre grandeur comme ça. Donc ça serait une échelle de mesure, en centimètres, disons, par exemple. Mais il y aurait d'autres façons de mesurer votre grandeur. Il y aurait, par exemple, on pourrait vous demander de vous auto-identifier en tant que petit, moyen ou grand ou très grand. Ça serait ça aussi une mesure de la grandeur. Est-ce que ça serait une bonne mesure de la grandeur? Probablement pas, mais ça serait une façon de la mesurer aussi. Okay? Et donc, il y a différentes façons de mesurer la même chose. Et donc, il y a différentes échelles de mesure. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler d'abord de l'échelle nominale, qui est pour les variables qualitatives. Ou quand on parle de variables quantitatives, on a l'échelle ordinale, d'intervalle ou de rapport. OK? On va prendre chacune des quatre et vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre. Les exemples sont assez clairs. Dans une échelle de mesure qualitative nominale, okay, ça, parce que comme vous pouvez voir ici, là, la différence, une des différences là, est entre qualitatif et quantitatif. On a un qualitatif ici, puis 3 quantitatifs. Okay? La différence entre qualitatif et quantitatif, c'est que qualitatif, c'est pour des variables qui ne peuvent pas être quantifiées en chiffres. Par exemple, l'origine ethnique de quelqu'un. Par exemple, l'origine ethnique de quelqu'un, le sexe, le genre. Ces choses-là ne peuvent pas être mises en chiffres. OK? Ça, c'est du qualitatif. Du quantitatif, c'est pour toutes les autres variables qui peuvent être mises en chiffres. Okay? Donc, quand vous avez une variable qualitative, la seule échelle que vous avez, c'est l'échelle de mesure nominale. Donc, dans une échelle de mesure nominale pour une variable qualitative, là, comme le sexe, la couleur de cheveux, l'origine ethnique, les différents niveaux de la variable ne sont pas des chiffres, ne sont pas des quantités, sont des catégories dans le fond. Okay? Comme par exemple pour sexe, vous auriez mâle, femelle, autre. Imaginons qu'une des variables fait de la recherche sur des primates et une des variables c'est l'espèce, vous auriez macaque, chimpanzé, bonobo, etc. T'sais, autre, par exemple. Ça, c'est des différents niveaux de la variable espèce. Comme mâle, femelle, autre sont différents niveaux de la variable sexe. Mais ce ne sont pas des catégories, dans le fond. On peut dire que ce sont des modalités. Mâle, femelle et autres sont 3 modalités de la variable sexe. Macaque, chimpanzé, bonobo sont 3 modalités de la variable espèce. Okay? Remarquez qu'on pourrait leur attribuer un chiffre, quand même, comme 1 pourrait être femelle, 2 pourrait être mâle. Ou dans espèce, 1 pourrait vouloir dire macaque, 2 pourrait dire chimpanzé, puis 3 pourrait dire bonobo. Donc, si je demande, tel primate ici, c'est un quoi, puis vous diriez, c'est un 3. Je comprendrais, c'est un bonobo.
c'est son espèce. Sauf que 1, 2 et 1, 2, 3 ici, même si c'est des chiffres, ces chiffres-là restent des catégories, c'est pas des quantités. OK? C'est pas des quantités, ils n'ont aucune valeur mathématique. Un bonobo ne vaut pas 3 fois un macaque, parce que 3 est égal à 3 fois 1. Là. Un mâle ne vaut pas 2 fois une femelle, parce que mâle est égal à 2, puis femelle est égal à 1. Vous voyez là un peu comme des numéros sur des jerseys de hockey ou d'autres équipes sportives. Les numéros n'ont pas de valeur numérique ici, de valeur quantitative ici. Okay? Donc, sexe, espèce, couleur de cheveux, origine ethnique, pays de naissance, tout ça, ce sont des affiliations politiques, à quel parti politique vous associez le plus. Tout ça, ce sont des variables qui sont qualitatives et dont les niveaux sont des catégories, auxquelles on peut les relier à des chiffres, mais ces chiffres-là ne sont pas des chiffres qui indiquent une certaine quantité. Alors ça, c'est pour une variable qualitative. La seule échelle que vous pouvez trouver, c'est une échelle nominale, qui est cette échelle-là. Okay? Les variables quantitatives, comparativement aux variables qualitatives, les variables quantitatives, elles, on peut les décrire en leur attribuant une valeur mathématique, donc avec des chiffres. C'est pour ça qu'on les appelle quantitatives. Okay? Il y a trois possibilités. Okay? Donc, un exemple d'une variable quantitative, le poids ou la hauteur, par exemple. 150 kg, 195 cm. Okay? Ça, le poids, la hauteur sont des variables quantitatives. Le nombre de cheveux sur la tête est une variable quantitative. Le nombre de frères que vous avez. Le quotient intellectuel, tel que mesuré sur un test de QI, est une variable quantitative. Tout test qui va vous donner un résultat en chiffres est une variable quantitative. Mesure une variable quantitative. Okay? Vous vous souvenez peut-être de l'échelle du bien-être de Diener. Okay? C'était quoi? Si je me souviens bien, il y avait comme 5 questions. Chaque question allait de 1 à 7, qui donnait un score possible qui était entre 5 et 35, si je ne me trompe pas. Ben, ça, c'est quantitatif. Ça allait de 7 à 35, je veux dire. Ouais. Il y avait... En tout cas, je me souviens plus du nombre de questions, là, mais le score allait de 7 à 35. Et donc, un score de 19, par exemple, représentait plus de bien-être qu'un score de 7. Il y avait une certaine quantité attribuée à ces chiffres-là. Le quotient intellectuel, le niveau d'activité cérébrale, le montant de cortisol, l'hormone de stress que vous avez dans votre salive, tous ces trucs-là sont toutes des variables qu'on peut mesurer quantitativement. Et il y a 3 différentes échelles de mesure quantitatives. Okay? Il y a ordinal, intervalle et rapport. Ordinal, intervalle et rapport. Et les chercheurs doivent bien s'assurer d'identifier laquelle elles utilisent. Et vous, lorsque vous lisez la recherche, vous devez vous assurer de bien comprendre quelle échelle les chercheurs ont utilisée. Parce que ça a un impact sur le genre de test statistique que vous avez le droit de faire. Parce qu'il y a des tests statistiques qui ne font aucun sens si vous avez mesuré les choses d'une certaine manière. Okay? Alors, commençons avec l'échelle quantitative ordinale. Alors, une échelle de mesure ordinale, on l'utilise lorsque les niveaux de la variable représentent simplement un ordre croissant, mais que les intervalles entre les niveaux ne sont pas égaux. Alors, par exemple, imaginons qu'un site web d'une librairie a un genre de palmarès des 10 meilleurs livres de l'année. Et vous allez utiliser... donc, ils savent quel livre est au numéro 1 du palmarès, quel livre est au numéro 2 du palmarès, quel livre est au numéro 3 du palmarès. Bon. Alors ça, c'est une échelle de mesure qui mesure la popularité d'un livre. On sait que le livre qui est au numéro 1 du palmarès, il est plus populaire que le livre qui est au numéro 2 du palmarès, puis que lui est plus populaire que celui qui est au niveau 3 du palmarès, puis que lui est plus populaire que celui qui est au niveau 4, et ainsi de suite, jusqu'au 10 qui est le moins populaire. Ça, c'est clair. Okay? Donc, mais, ce que l'échelle, ce qu'on veut dire quand on dit que les intervalles entre les niveaux ne sont pas égaux,
c'est que le nombre de ventes de livres, la différence de vente entre le numéro 1 et le numéro 2, n'est pas nécessairement la différence entre le numéro 2 et le numéro 3, qui n'est pas nécessairement égale à celle entre le numéro 3 et le numéro 4. Okay, en effet, il pourrait y avoir une différence de 10 copies entre le numéro 1 et le numéro 2, et une différence de 30 000 copies entre le numéro 2 et le numéro 3. Okay? Et donc, et le numéro 4 pourrait avoir, ça pourrait être 30 000, ça pourrait être une plus petite différence entre le 3 et le 4. T'sais? Donc, l'idée, c'est que vous savez qui est arrivé en premier. Le 1 est arrivé avant le 2, le 2 est arrivé avant le 3 est arrivé avant le 4, définitivement. Mais la différence entre le 1 et le 2 n'est pas nécessairement la différence entre le 2 et le 3. Un autre exemple qui est utilisé, c'est le résultat dans une course, par exemple. Si on prend une course de 100 mètres, okay, vous avez un premier, une gagnante, une deuxième gagnante, une troisième gagnante, une quatrième, cinquième, sixième, septième, puis là, évidemment, au bout d'un moment, la dernière. Okay? Mais la différence, le nombre de millisecondes entre la médaille d'or et la médaille d'argent n'est pas nécessairement égal entre la médaille d'argent et la médaille de bronze, puis égal entre la médaille de bronze et la 4e place, puis la 4e puis la 5e. Donc les intervalles ne sont pas équivalents, ne sont pas égaux. Donc cette échelle-là vous permet simplement de dire qui arrive en premier. Qui arrive en premier. Fait que vous pourriez avoir... Vous pourriez techniquement mesurer la grandeur de quelqu'un avec une échelle quantitative ordinale. Ça serait très bizarre. Alors, la meilleure façon, évidemment, de mesurer quelqu'un, la grandeur, ce serait de prendre un ruban à mesurer, puis de mesurer le nombre de centimètres. Mais vous pourriez prendre quelqu'un qui va observer les participants, puis cette personne-là va juger si les participants sont petits, moyens, grands ou très grands. Mais ça, c'est une échelle ordinale. Qu'on pourrait dire quantitative, même si j'utilise des mots ici. Vous pourriez avoir 1, 2, 3, 4. 1, c'est petit, 2, c'est moyen, 3, c'est grand, 4, c'est très grand. Okay? Donc, la personne va regarder chacun de vos participants, puis pour chaque participant, elle va lui attribuer un chiffre, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, en termes de quelle grandeur le participant est. Okay? Les 4 vont être les plus grands, les 3 vont être un peu moins grands que ça, les 2 vont être un peu plus petits, puis les 1 vont être les plus petits. Ça va marcher, sauf que la différence entre un 4 et un 3 ne sera pas du tout la même que celle entre la 3 et un 2, puis ne sera pas du tout la même qu'entre un 2 et un 1. Si vous sortez un ruban à mesurer, puis vous mesurez les gens, là, vous êtes certain que la différence va être la même. En tout cas, ça, c'est une échelle quantitative ordinale. Le prochain niveau, c'est une échelle quantitative à intervalles. Donc, juste pour s'assurer qu'on comprend, l'échelle quantitative ordinale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en ordre les différentes observations, les différentes données. Elle indique qui est plus haut que qui. Okay? L'échelle quantitative à intervalles, elle aussi, elle indique qui est plus haut que qui. Donc, elle classe de manière ordinale, comme l'échelle ordinale faisait. Okay? Mais elle offre un intervalle égal entre chaque niveau. Donc, la différence entre 1 et 2 sur cette échelle-là, c'est la même qu'entre 2 et 3, puis c'est la même qu'entre 3 et 4, puis c'est la même qu'entre 4 et 5. Okay? Comparativement à l'échelle de tantôt, qui était ordinale. Sauf que cette échelle d'intervalle-là, elle a l'absence d'un zéro absolu. Ça veut dire que le zéro sur cette échelle-là, il ne signifie pas l'absence de la variable mesurée. C'est relativement rare en psychologie ça, mais ça peut arriver. Par exemple, si vous prenez un test d'intelligence, le QI utilise une échelle d'intervalle. La distance entre un QI de 100 et un QI de 105, c'est la même distance qu'entre un QI de 105 et un QI de 110. Okay? C'est 5 points de QI. Okay? Toutefois, le test est fait d'une certaine manière qu'un score de 0 sur cette échelle-là ne veut pas dire que vous avez 0 intelligence. Parce que conceptuellement parlant, c'est impossible d'avoir 0 intelligence. Ça ne fait aucun sens. Okay? Je vais vous donner un autre exemple qui est plus classique pour comprendre cette idée-là. Un thermomètre. Si vous utilisez l'échelle d'intervalle,
Un thermomètre utilise en fait une échelle d'intervalle. La différence entre 30 degrés et 32 degrés, c'est la même qu'entre 32 et 34 degrés. C'est 2 degrés de différence. Okay? Mais 0 degré, ça ne veut pas dire l'absence de température. Ça veut juste dire une certaine température. 0. Ça ne veut pas dire l'absence de température. OK? Les physiciens ont une certaine définition, je pense, de l'absence de température. C'est un certain point auquel les atomes, je pense les atomes des substances arrêtent de vibrer ou quelque chose comme ça, puis ça fait l'absence de température. Mais pour nous, on ne va pas se badrer avec ça. Là. 0 sur un thermomètre, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de température. Ça voudrait dire qu'il commence à faire froid, en fait, ce qui est une température. Hein? Pourquoi est-ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Ben, c'est parce que, à cause qu'il n'y a pas de zéro absolu, à cause que 0 ne veut pas dire le début, le point à partir duquel on commence à avoir des températures, on ne peut pas dire, par exemple, qu'un QI de 150 est 2 fois plus intelligent qu'un QI de 75. Mathématiquement, on ne peut pas. Ou on ne peut pas dire qu'une journée où il fait 30, elle est 3 fois plus chaude qu'une journée où il fait 10. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de point où est-ce qu'on part où 0 est égal à l'absence de température. Mathématiquement, on peut pas dire ça. Okay? Maintenant, en psychologie, c'est relativement rare qu'on va utiliser, à ma connaissance, là, des mesures comme ça. Mais donc, si l'échelle ordinale, elle classait une variable en ordre, l'échelle quantitative à intervalles, ce qu'elle fait, c'est qu'elle classe une variable en ordre, et en plus, ces intervalles sont égaux, alors que dans l'ordinal, les intervalles n'étaient pas égaux. Mais son 0 ne veut pas dire l'absence de la variable. Et le prochain niveau, c'est l'échelle quantitative de rapport. Là, ce qu'elle fait, c'est que comme l'ordinal et l'intervalle, elle classe une variable en ordre. Comme l'intervalle, mais pas comme l'ordinal, ces intervalles veulent dire la même chose. Il y a des bonds entre les niveaux qui sont égaux. Okay? Mais, ce qu'elle rajoute de plus, comparativement à l'intervalle, c'est qu'elle a un zéro absolu. C'est que ici, 0 veut dire l'absence de la variable qu'on mesure. Donc, une échelle de rapport s'applique lorsque les niveaux ont une valeur mathématique, les intervalles entre les niveaux sont égaux, et qu'il y a un zéro absolu. 0 est égal à l'absence de ce qui est mesuré. Par exemple, le nombre de sourires par heure. 0 est égal à aucun sourire. C'est l'absence du nombre de sourires de cette variable-là. Okay? Les bonds entre un sourire et deux sourires, le bond entre un sourire et deux sourires est le même que celui entre deux sourires et trois sourires, qui est le même que celui entre trois sourires et quatre sourires. Okay? À cause qu'il y a un zéro absolu ici, que 0 veut dire l'absence de sourire, on peut dire que 6 sourires par jour est 2 fois plus que 3 sourires par jour. Et donc, on peut faire des statistiques qu'on ne pouvait pas faire avant nécessairement. Okay? Donc, ça, c'est les différentes échelles de mesure. Une qu'on appelle nominale pour une variable qui est qualitative, qui est des choses qui ne se rapportent pas à des quantités. Le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, la couleur de cheveux, etc. Okay? Puis pour des variables qui peuvent se rapporter à des chiffres, vous avez une échelle de mesure qui est ordinale, qui fait juste placer en ordre, mais avec des intervalles qui ne sont pas nécessairement égaux. Vous avez une échelle à intervalles qui place en ordre avec des intervalles égaux, mais que 0 ne veut pas dire l'absence de variable. Puis vous avez une échelle de rapport qui place en ordre, a des intervalles égaux et où 0 égale l'absence de variable. Donc, elle a un 0 absolu. Okay? Maintenant, on a vu qu'une variable peut être opérationnalisée et mesurée de différentes manières. Okay? On a vu dans un autre PowerPoint qu'on pouvait opérationnaliser plein de choses de différentes manières. Puis on a vu dans ce PowerPoint qu'on peut utiliser des différentes échelles de mesure. Okay? Ben, comment est-ce qu'on peut s'assurer que notre opérationnalisation est bonne? Puis on a déjà un peu parlé de l'importance de ça. Hein? Ben, souvenez-vous, il y a deux facettes à cette question-là. J'ai déjà mentionné ça. Il y a la fidélité et la validité.
vous souvenez peut-être, la validité, c'est est-ce que ce que tu mesures, c'est vraiment ce que tu mesures? Au niveau conceptuel, est-ce que tu mesures bien ce que tu es supposé mesurer? Et la fidélité, c'est est-ce que ta mesure, à différents moments, elle donne la même chose? Comme si je mesure votre poids, par exemple, puis je vous mesure lundi à 8 heures le matin, puis je reviens à 9 heures le matin, puis votre poids est le même, puis je reviens à 10 heures, puis ensuite je reviens à 11 heures encore, puis aux 4 moments, là, le poids est sensiblement le même. Il y a peut-être des petites mini-différences, là, mais le poids est sensiblement le même. Ben, je vais dire que ma mesure là, d'utiliser, par exemple, une balance, là, l'opérationnalisation du poids en tant que le chiffre que va donner cette balance, lorsque je vous mets dessus, c'est une opérationnalisation qui est fidèle. Ma mesure est fidèle. Okay? Elle est consistante à travers différents points dans le temps. Si je mesure votre personnalité avec un test que j'ai pris sur Facebook, puis je le fais lundi, puis ça dit, je sais pas moi, quel genre de super-héros êtes-vous, par exemple? Lundi, ça dit, vous avez une personnalité que votre super-héros, c'est Superman. Je dis, OK. Je reviens mardi, je le refais, vous êtes Spider-Man. Mercredi, je reviens, vous êtes Iron Man. OK. Là, je dirais, OK, le test n'est pas du tout fidèle. Ça se peut pas que la personnalité des gens change comme ça. Là. Personnalité, ça devrait être constant. Okay? Donc là, je dirais que le test a une faible fidélité. Donc, la fidélité, c'est extrêmement importante. Lorsque vous utilisez une mesure, ou si vous inventez une nouvelle mesure, il faut vous assurer que cette mesure-là est fidèle. Ça veut dire qu'avant de faire de la recherche, il faut que vous faisiez des petites études pilotes, des pré-recherches si on veut, pour vous assurer que la façon dont vous allez mesurer les choses, elle est fidèle. Elle est consistante à différents points dans le temps. Si l'opérationnalisation est fidèle, elle devrait donner le même résultat à chaque fois. Si je vous mesure votre grandeur lundi, mardi et mercredi, je devrais arriver sensiblement à la même chose. Ça se peut-tu qu'il y ait une différence d'un certain, je sais pas moi, un demi-centimètre, quelque chose? Oui, le corps est quelque chose de dynamique, mais je devrais arriver de pas mal à la même chose. OK? Donc, comment mesurer cette fidélité-là? Bon, désolé pour ça, je suis un peu mélangé, là. J'ai été interrompu par un petit bonhomme qui voulait que je vienne tuer une guêpe. La guêpe est morte. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, il existe 3 manières d'évaluer la fidélité d'une mesure. Si vous voulez évaluer comment fidèle une mesure est, et souvenez-vous, ça veut dire comment consistante elle est quand elle mesure la même chose. Vous avez 3 façons de le faire. Vous avez la fidélité test-retest, la fidélité inter-juge et la fidélité interne. Ce sont 3 manières d'évaluer comment fidèle une mesure est. Prenons-les une à la fois. La fidélité test-retest est exactement ce qu'elle veut dire. Test et retest. Est-ce que les 2 résultats sont les mêmes, oui ou non? Okay? Donc, imaginons que vous testez le QI chez un groupe d'individus. On sait que l'intelligence est assez stable, okay? Très stable en fait, et donc, elle ne devrait pas changer à différents points dans le temps. Donc, imaginez que vous avez une nouvelle mesure de l'intelligence, un nouveau genre de test de QI. Okay? Donc, vous prenez, je ne sais pas moi, 50 personnes, puis vous leur faites passer le test de QI. Vous l'administrez une première fois en janvier, puis une deuxième fois en février, par exemple. Pour s'assurer que vous avez un mois entre, là, pour que les personnes oublient un peu les questions. Et si votre échelle, si votre nouvel outil pour mesurer la fidélité, le QI, a une bonne fidélité, les scores devraient être consistants. Ce que je veux dire par ça, c'est que dans vos 50 personnes, là, il y a des personnes qui vont être plus intelligentes, moyennement intelligentes, puis moins intelligentes. Okay? C'est juste la nature de cette variable-là. Donc, on s'attendrait que dans votre nouveau test de QI que vous avez fait, là, à 2 reprises, en janvier et en février, on s'attendrait que dans ce groupe de 50 personnes-là, les individus qui avaient un QI plus élevé au premier test soient aussi ceux qui ont un QI plus élevé au deuxième test. Puis on s'attendrait aussi que ceux qui ont un QI plus faible au premier test soient aussi ceux qui ont un QI plus faible au deuxième test. Si oui,
votre échelle, on dirait que, pas votre échelle, mais votre outil de mesure, votre nouveau test de QI est fidèle. Votre outil a une bonne fidélité. Si toutefois les gens qui étaient super bons en janvier sont vraiment pas bons en février, puis les gens qui étaient super pas bons en janvier sont vraiment bons en février, ben là, on dirait que vous avez aucune fidélité. Là. Ça fonctionne pas. Donc ça, c'est la fidélité test-retest. Notez que ça devrait s'appliquer, ça, surtout pour des traits qui sont stables, comme l'intelligence, qui est extrêmement stable, la personnalité, qui est extrêmement stable. Okay? Je dis pas qu'il y a il n'y a pas de petits changements, là. Il y a des petits changements, mais la base de la personnalité de l'intelligence là, est extrêmement stable. La fidélité test-retest, puis la question de la fidélité est plus difficile quand on veut mesurer des caractéristiques labiles. Ça veut dire des choses qui bougent plus facilement. Par exemple, un test sur l'humeur positive. Ben, ça serait beaucoup plus difficile d'avoir un test sur l'humeur positive qui est fidèle qu'un test sur l'intelligence. Parce que l'humeur positive, dans le moment, ben, ça dépend de ce qui se passe dans le moment. Ça se peut que lundi, vous mesuriez, puis je suis heureux, puis mardi, je suis pas heureux. Okay? Dans le moment. Puis que mercredi, je sois heureux, puis jeudi, je ne suis pas. Tu sais, donc, la question de la fidélité ici est plus difficile. Mais, ça se peut que vous, à la place, si vous vous intéressez pas nécessairement à l'humeur positive dans le moment, mais vous essayez de mesurer mon bien-être dans la vie en général, là, il y a plus de chances que vous soyez capable de construire une échelle, dépendant comment vous la construisiez, là, de construire un outil qui est fidèle. Si vous me posez certaines questions, qui fait en sorte que même si mardi, je suis malheureux, je peux quand même vous dire que ma vie en général est bonne. Et lundi et mercredi, je suis heureux. Je peux aussi vous dire que ma vie en général est bonne. Et donc, ça serait possible de mesurer, peut-être avec une certaine bonne fidélité, la satisfaction dans la vie. Mais si vous voulez juste mesurer l'humeur du moment, ben ça aura quasiment aucune fidélité, là, parce que ça va varier selon le moment. À moins que vous le preniez comme si vous mesurez l'humeur positive, par exemple, vous venez me voir lundi, puis je suis content, puis vous me faites faire le test lundi à 8h, lundi à 8h30, puis encore lundi à 9h. Puis là, ça donne le même résultat. Vous pourriez dire qu'il y a une bonne fidélité. Mais bref, je me mélange pas, mais je m'embourbe un peu. Là, ce que je devrais dire, dans le fond, c'est qu'il y a certaines variables qui sont plus stables que d'autres, et donc qui se prêtent mieux à cette analyse de fidélité-là. L'intelligence et la personnalité en étant une. Donc, la fidélité test-retest, c'est ça. La fidélité interjuge, elle est un petit peu différente. Okay? Interjuge, ça veut dire que vous allez avoir des juges, pas des juges de la Cour suprême ou quelque chose comme ça, mais des gens qui vont observer, qui vont juger quelqu'un sur une certaine variable. Puis la question, c'est est-ce que les juges sont arrivés à la même conclusion? Donc, cette forme d'évaluation de la fidélité, elle est surtout utilisée dans des études observationnelles, là où on ne demande pas aux gens de répondre à des questions, mais on observe les gens. Alors, souvent dans ces études-là, on a plus qu'un observateur. Pourquoi? Parce qu'un observateur est nécessairement biaisé. On veut 2, 3, 4 observateurs. Okay? Puis ce qu'on va juste accepter, c'est qu'on va accepter les choses pour lesquelles les 4 sont d'accord. Ils ont observé la même affaire. Donc, imaginons 2 observateurs qui doivent arriver à des jugements consistants. Donc, si vous étudiez le comportement de sourire par heure chez les enfants au parc, par exemple, vous étudiez les émotions positives chez les enfants pendant qu'ils interagissent avec leurs amis, puis une de vos mesures, c'est de compter le nombre de sourires par heure. Mais imaginons que vous êtes 2 observateurs. Si vous avez compté 12 sourires et que votre partenaire en a compté 12 aussi, on dirait que votre mesure a une forte fidélité interjuge. Si vous avez compté 12 sourires et que votre partenaire en a compté 2, on va dire que votre mesure a une faible fidélité interjuge. Quel est le problème? C'est-tu compter le nombre de sourires, le problème? Peut-être. Mais peut-être que c'est juste la fidélité est affectée par un des juges qui fait un mauvais travail, par exemple. Tu sais, faudrait voir c'est quoi. Mais 2 observateurs devraient bien s'entendre sur quels enfants ont souri le plus et quels enfants ont souri le moins. OK?
Si les deux observateurs ne s'entendent pas sur quels enfants ont souri le plus et quels enfants ont souri le moins, on va dire que votre mesure a une faible fidélité interjuge. Il peut y avoir un peu de variation, mais vous devriez vous entendre sur lesquels on sourit le plus et lesquels on sourit le moins. Au moins. T'sais? Donc ça, c'est l'interjuge. On utilise de l'observationnel. Alors que tantôt, c'était plus de l'auto-rapporté, dans le fond, parce qu'on demandait aux gens de faire des questionnaires, puis ensuite on vérifiait si leur réponse, leur score global fitait avec la deuxième fois qu'on va mesurer ça. La fidélité interne est quelque chose d'un peu différent ici. Elle s'applique dans le cadre de sondage ou de questionnaire à plusieurs items, donc à plusieurs questions. Et sa logique est assez simple à comprendre. C'est que si j'ai un questionnaire sur le bonheur, toutes les questions testent le bonheur. Donc, si vous avez répondu un score très fort aux deux premières questions, ça indiquerait que vous êtes fort en bonheur. Donc, vous devriez aussi répondre un score très fort aux trois autres questions. Parce que ce sont aussi des questions qui mesurent le bonheur. Donc, dans la mesure du bien-être de Diener, par exemple, chacun des 5 items est supposé, est supposé mesurer le même construit, le bien-être. Donc, les répondants qui disent être en accord avec l'item 1 devraient aussi être en accord avec les items 2, 3, 4 et 5. Comprenez-vous? Je veux dire, sinon, l'échelle n'a aucune fidélité. Sinon, ce que ça voudrait dire, c'est que dans cette échelle-là, vous pouvez, dans certains items, dire que vous avez beaucoup de bien-être, mais dans d'autres, dire que vous n'avez pas beaucoup de bien-être. Donc, ça ne fait aucun sens. Hein? Et le contraire aussi. Donc, les gens qui ont dit, par exemple, être forts à l'item 1 devraient aussi dire être forts à l'item 2, 3, 4 et 5. Puis les gens qui ont dit être faibles, donc en désaccord avec l'item 1, je ne me souvenais pas qu'est-ce que c'était l'item 1, mais disons que c'était I find that my life is very comfortable, par exemple. Je trouve ma vie très confortable. Si vous êtes en désaccord avec ça, vous devriez aussi être assez en désaccord avec les autres items, parce qu'ils mesurent la même chose. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre des résultats d'un sondage comme ça chez plein de gens et mesurer les corrélations, le lien entre les items. Est-ce que quand l'item 1 est haut, l'item 2 est haut aussi? Est-ce que quand l'item 2 est haut, l'item 3, 4 et 5 sont hauts aussi? Est-ce que quand chaque item est haut, les autres items sont hauts aussi? Est-ce que quand un item est bas, les autres items sont bas aussi? Hein? Et si oui, ben, ça veut dire qu'il y a une certaine fidélité interne. Si les résultats sont consistants, de cette manière-là, on dit que l'échelle possède une bonne fidélité interne. Si les résultats à l'intérieur ne sont pas consistants, on dit que l'échelle a une mauvaise fidélité interne. On se laisse là-dessus pour maintenant. Salut!